Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta primera de les 3 sessions de retrospectiva d'Olivier Ducastel i Jacques Martineau, organitzada en el context del festival Fire, que a més compleix els seus 25 anys, i vull felicitar el seu responsable, l'Antoine Leonetti, amb el qual portem molt temps col·laborant, i de fet aquesta mateixa retrospectiva hauria d'haver tingut lloc l'any passat, però degut a les circumstàncies del confinament i la pandèmia vam decidir que millor era la prudència, ajornar-ho un any, i sortosament aquí estem amb aquesta col·laboració amb el Fire, que a més compleix els 25 anys, i ho hem volgut fer coincidir amb el Dia Internacional també contra l'homofòbia, i comptant a més amb la presència d'Antoine Ducastel, que ha pogut viatjar des de París. No ha vingut acompanyat del seu company i corealitzador Jacques Martineau, però je vous remercie d'être ici, d'avoir voyagé et de nous accompagner pendant ces 2 jours de projecció. Seran 2 dies de projeccions amb la seva presència. També vull saludar el cònsol de França, que acaba d'incorporar-se, i el director de l'Institut Francès, col·laboradors amb aquesta iniciativa, que, com dic, consistirà en la projecció de 3 dels seus llargmetratges. Comencem per Jean et les garçons formidables, la pel·lícula que els va donar a conèixer internacionalment, i seguirem demà amb la projecció a la tarda i vespre de Drôle de Félix i Théo Hugo dans le même bateau, que també comptarem amb la presència d'Olivier Ducastel. Per tant, sense més preàmbuls, perquè després hi haurà temps per col·loqui, per debat, li passo la paraula a l'Antoine per presentar el festival La Retrospectiva, i després Olivier Ducastel presentarà la pel·lícula que veurem a continuació. Antoine, gràcies, benvingut. Aquí. Doncs moltes gràcies, Esteve, i moltes gràcies per engegar aquesta nova col·laboració amb la Filmoteca, amb aquesta primera retrospectiva que organitzem efectivament dins el marc dels 25 anys de la mostra Fire de cinema gai lesbic, que és la primera mostra de cinema gai lesbià de l'Estat, creada fa 25 anys. I estem molt contents d'engegar aquesta primera retrospectiva amb l'Olivier Ducastel. Olivier havia vingut, de fet, al Fire fa 6 anys, per presentar Théo i Hugo dans le même bateau, i llavors estic particularment content de tornar a tenir-los entre nosaltres per presentar aquesta petita retrospectiva. Je vais te présenter un petit peu Olivier, ensuite je te laisserai la parole pour présenter le film. Doncs l'Olivier va néixer a Lyon, us presento una mica la seva trajectòria. Va néixer a Lyon al 62, és director, guionista, i treballa des del principi de la seva carrera amb el seu company, el Jacques Martineau. Va estudiar el cinema a l'IDEC a París, que és una escola de cinema molt important. És important notar que va ser assistent de diferents directors i personatges importants dins del cinema francès, entre d'altres el Jacques Demy, el Youssef Chahine, la Tony Marshall o Patrick Grandperret, entre d'altres. Jacques Martineau també l'he de presentar perquè hauria d'estar amb nosaltres, però no hi és. També és director i guionista. En el seu cas és doctor en lletres i professor universitari, fins a conèixer l'Olivier, amb qui va començar la seva carrera cinematogràfica. Llavors els dos es coneixen l'any 95, decideixen dirigir junts el seu primer llargmetratge que veurem ara, que és Jean et le garçon formidable, l'any 98, i després vindran 7 llargmetratges més, Drôle de Félix, Ma vraie vie à Rouen, Crustacés et coquillages, Né en 68, L'arbre et la forêt, Théo et Hugo, i l'últim, Au perché. Llavors, tenen una mirada a l'homosexualitat que és molt particular. Hi ha un crític francès, un històric del cinema francès, que diu que descriuen una homosexualitat tranquil·la i assumida, i és veritat que és una mica la seva manera de veure l'homosexualitat. Estem contents perquè, a més de Théo i Hugo, a la Mostra Lambda, quan la Mostra Lambda encara es deia la Mostra Lambda, el 99 s'havia projectat Drôle de Félix, llavors el círcul ja està tancat. Donc, merci beaucoup, Olivier, d'être avec nous. J'aimerais que tu peut-être nous présentes Jeanne et le garçon formidable, et peut-être dans le cadre de cette présentation,
peut-être ta collaboration avec Jacques et ta trajectoire. Alors, déjà, j'avais pas prévu, mais je voulais vous dire à quel point j'étais ému, en fait, d'être dans une salle de cinéma, parce que je sais pas si vous savez, mais en France, les salles de cinéma sont fermées et ne rouvrent que demain. Donc, en fait, ça fait 9 mois que je n'ai pas vu une salle de cinéma et que je n'ai pas vu des spectateurs dans une salle. Et en fait, je trouve ça très fort. Donc, l'Olivier està especialment emocionat perquè fa 9 mesos que no havia trepitjat una sala de cinema i per ell és molt emocionant, és una cosa molt fort. Donc, merci d'être venu. I moltes gràcies per haver vingut. Tu veux que je présente le film, c'est ça. Oui. Alors, il y a une chose un petit peu particulière. Le film donc est sorti en 1998 et en fait, il a été restauré il y a 3 ou 4 ans. Voilà, une restauration pour faire un DCP avec un étalonnage numérique. Et du coup, j'ai eu l'occasion de revoir le film au moins 4 ou 5 fois dans un temps assez court, un petit peu comme à la fin d'une post-production. Et du coup, c'était une expérience assez bizarre, en fait, de revoir un film qui date de 20 ans, comme si on était en train de le finir ces jours-ci, quoi. Doncs el cas de Jeanne et le garçon formidable que veurem ara és per ell una experiència curiosa perquè la pel·lícula s'ha fet al 98, però ha tingut l'ocasió fa poc de reveure bastant la pel·lícula, que està restaurat. S'ha restaurat la pel·lícula en DCP, en cinema digital, i llavors ha estat en aquest procés com si fos una postproducció realment, i l'ha tornat a veure molt a fons. Et alors, je ne sais pas les autres réalisateurs, mais moi, j'ai toujours des petits regrets. Des fois, c'est des détails, des fois, c'est des choses plus importantes. Et du coup, j'ai toujours une petite appréhension, en fait, que les regrets, en fait, occupent plus de place que le plaisir ou juste le fait de regarder le film. Et du coup, en fait, ça a été assez thérapeutique, en fait, ce travail d'étalonnage à 20 ans de distance. Du coup, j'étais plus serein, on va dire, à la fin de l'étalonnage, 20 ans après. Llavors va ser un procés, al principi tenia por perquè pensava que es pentinaria de moltes coses, tornant a veure les pel·lícules, i al final va ser un procés bastant satisfactori perquè va sortir relaxat i content d'aquest procés d'etalonatge, no sé com es diu això, si es diu així, sí, etalonatge. De la pel·lícula. Alors ensuite, je vais dire un petit mot sur ma rencontre avec Jacques Martineau. En fait, ce qui est... donc avec Jacques, on a vécu ensemble pendant presque 20 ans. Maintenant, on est séparés depuis 5 ans. Donc les 2 derniers films, on les a écrits, imaginés, tournés ensemble, alors qu'on vit plus ensemble. Mais tous les précédents, on les a... disons qu'ils sont nés dans le cadre du couple et les autres, ils sont nés après la vie conjugale. Doncs pel que fa a la seva col·laboració amb el Jacques Martineau, van ser parelles durant 20 anys, fa 5 anys que s'han separat, llavors han fet gairebé totes les pel·lícules junts, menys les 2 últimes, que no s'han fet durant el moment que eren parella. Et donc, Jeanne et le garçon formidable a un statut un petit peu particulier par rapport à tous les autres films. Tous les autres films, on les a imaginés ensemble, écrits, réalisés ensemble, alors que Jeanne, en fait, Jacques avait écrit le scénario. Et en fait, on s'est rencontrés chez des amis communs parce qu'il n'y avait pas de réalisateur. Alors, pas nécessairement pour que je sois le réalisateur du film, parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'étais pas vraiment réalisateur, j'étais juste un aspirant réalisateur. Mais par contre, j'avais une énorme qualité, c'est que j'avais été assistant monteur de Jacques Demy. Llavors, Jeanne, el garçon formidable, té un estatus una mica particular en la seva col·laboració, perquè totes les altres pel·lícules les han escrites i realitzades junts. En el cas de Jeanne, el garçon formidable, no, perquè Jacques ja havia escrit el guió de la pel·lícula abans de conèixer l'Olivier. Es van conèixer a casa d'uns amics i en aquest moment l'Olivier era ajudant de direcció, no era encara realitzador, sinó que tenia aquest punt positiu que havia estat ajudant de direcció del Jacques Demy. Et donc nos amis ont pensé que... Bon, j'avais aussi fait un court-métrage qui est une petite comédie musicale en hommage à Jacques Demy qui s'appelle Le goût de plaire, qui est mon film de fin d'études de l'école. Et nos amis ont pensé que du coup, on pouvait au moins se donner des conseils. Et puis finalement, notre rencontre a plutôt pris le tournant dans un premier temps d'une histoire d'amour. Et puis ensuite, effectivement, on a eu le désir de faire le film ensemble. Llavors, al principi havia fet un curt, que és El goût de plaire, el gust d'agrair. Era l'única cosa que havia fet, però els seus amics pensaven que segurament tenien coses a dir i coses a intercanviar, i al final doncs, la cosa va tenir unes altres conseqüències, van tenir aquesta relació d'amor i després van al final treballar junts. Voilà, je pense que j'en ai assez dit.
Peut-être, oui. Il me semble que j'ai assez dit de choses sur le film avant le film, donc je veux juste ajouter que Jacques Martineau, évidemment, est très malheureux de ne pas être là ce soir. Doncs res més, volia afegir només això, que el Jacques Martineau està molt trist de no ser aquí. De fet, bueno, jo afegeixo havia de venir, però al final ha vingut l'Olivier, que era això que vam fer al final. No sé si Esteve vols afegir alguna cosa? No, jo crec que podem passar a veure la pel·lícula i, com deia abans, després estarem aquí pel col·loqui un cop l'hagueu vista. I agrair de nou la presència d'Olivier Ducastel i, diguéssim, a proporcionar-li aquesta experiència d'haver retrobat el públic cinematogràfic en una sala després de tants mesos d'abstinència a França, la capital del cinema, i doncs que des de la modesta Barcelona doncs, puguem oferir aquesta presència cinematogràfica del públic i de les pel·lícules en pantalla, que és com s'han de veure. Doncs moltes gràcies, Esteve, i ens veiem després pel col·loqui. Gràcies. Bon film. Merci, Olivier. Doncs teniu per vosaltres l'Olivier Ducastel, si voleu fer-li algunes preguntes. Doncs mira, ja tenim una. Gràcies. Li volia donar primer de tot l'enhorabona per aquesta pel·lícula meravellosa i una cosa que se m'acudia al final és què em va pensar el Jacques Demy de la pel·lícula? Malheureusement, Jacques Demy n'a pas vu le film. En fait, le film a été tourné en 1998 et Jacques Demy est mort en 1990. Sí, va morir 8 anys abans, llavors no va poder pensar res. Je crois qu'Agnès Varda a bien aimé le film, mais si vous avez eu l'occasion de croiser Agnès, vous imaginez que c'est pas nécessairement... C'était, comment dire... c'était des éloges très réservés. Agnès Varda, en canvi, segurament li ha agradat, però si coneixo l'Agnès, que eren elogis una mica reservats. Mais je pense qu'elle était très touchée de voir le film, parce que quand on a tourné le film, à l'époque, officiellement, Jacques Demy n'était pas encore mort du sida. Par contre, nous, on n'aurait jamais demandé à Mathieu Demy de jouer dans le film si Mathieu n'avait pas été au courant des circonstances de la mort de son père. Llavors va ser bastant tocada i emocionada de la pel·lícula, d'aquest rodatge, perquè en aquesta època no se sabia que el Jacques Demy havia mort de la sida, no? En canvi, mai haurien fet aquesta pel·lícula sense tenir-ho clar amb el seu fill, amb el Mathieu Demy, que sabia que el seu pare ja havia mort de la sida en aquesta època. Hi ha un altre allà al fons? Hola, muchas gracias por la película. Yo tenía un par de preguntas. La primera es que me ha parecido escuchar en un momento de uno de los números musicales cierto homenaje a Mary Poppins. No sé si ha sido impresión mía o si existe. Y bueno, a raíz de esto quería saber un poco cuál es la relación suya con el género y cómo planteó, digamos, un tema tan serio, tan polémico, tan de la época en términos de canciones. Alors, pour Mary Poppins, c'est assez amusant parce que je crois... c'est pas une référence consciente dans la musique. Par contre, notre compositeur, Philippe Miller, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire musicale. Mais ce qui est très marrant, c'est que quand on écrivait la musique, qu'on enregistrait la musique, personne n'a jamais parlé de Mary Poppins. On ne nous en a parlé que quand on a commencé à montrer le film en cours de montage. Donc en gros, quand il était un peu trop tard éventuellement pour se dire est-ce que ça ressemble trop. Bon, après, la référence ne nous gênait pas foncièrement, mais c'est pas une référence volontaire. Llavors és curiós, és graciós aquesta pregunta perquè realment no és una cosa voluntària. Quan estaven fent la pel·lícula, quan estaven composant la música, el Philippe Miller, el compositor, no era conscient d'això, però sí que després, efectivament, els hi van fer el comentari, però això, que no era una cosa conscient durant l'élaboration de la película. Et après, sur la question du genre et de la relation entre la comédie musicale et le sujet du film,
ça rejoint la première question et le rapport à la mort de Jacques Demy. En fait, quelques années après la mort de Jacques Demy, il y a un certain nombre de gens dans le cinéma français qui étaient tristes qu'il n'y ait plus de films musicaux. Doncs perquè fa la temàtica dramàtica, no?, de la pel·lícula i la relació amb la comèdia musical, diu l'Olivier que després, en aquesta època de la sida, diguem-ne, hi havia molta gent que era trista de que hagués desaparegut aquest gènere, d'alguna manera. Et parmi ces gens, il y en avait qui étaient un tout petit peu plus fous que les autres. C'est Jacques Martineau qui a écrit le scénario, Cyriaque Auriol, le producteur du film, et Philippe Miller, le compositeur, c'est-à-dire qui ont commencé tous les trois à travailler ensemble avant que je les rencontre. Però hi havia gent que sí que era una mica més boja en aquesta època, entre d'altres el Jacques Martineau, després el productor, que no recordo com es diu, le producteur, tu disais? Cyriaque Auriol. Cyriaque Auriol, i el compositor, el Philippe Miller, que van començar a treballar aquesta temàtica abans de conèixer l'Olivier. Et du coup, en fait, dans une forme d'inconscience de jeunes gens qui n'ont jamais écrit de scénario, jamais produit de long métrage, ou moi jamais réalisé de film, on s'est dit, essayons de faire une comédie musicale. Et pour Jacques, surtout, mais pour moi aussi d'une certaine façon, c'était plutôt le rapport à une histoire dramatique dans le cinéma de Demy, donc plutôt le côté Une chambre en ville que le côté Demoiselle de Rochefort, en fait, qui nous inspirait. On avait plus envie de rendre hommage à cette partie-là de l'œuvre de Jacques Demy, peut-être aussi parce que c'est la partie de son œuvre qui est la moins populaire, en fait. Llavors ens vam decidir, aquest grup de gent jove i molt boja, a llançar-se a fer aquest projecte amb referència al Jacques Demy, evidentment, més que a les sonoritats de Rochefort, més una chambre en ville, no sé com es diu en català o en castellà, una habitació en la ciutat. Una habitació en la ciutat. No, era aquesta més la referència, més dramàtica, evidentment, que no pas la sonoritat de Rochefort. Et après, dernière chose, le film qu'on a le plus regardé, en fait, en préparant Jeanne et le garçon formidable, c'est le film Air de Milos Forman. I la pel·lícula que més han mirat durant la preparació de la pel·lícula és Air, de Milos Forman, com a referència. Moi, j'ai une question en ce qui concerne la musique, justement, parce que c'est une composition qui est très, très, très variée. Hein. Il y a beaucoup de styles qui rappellent un peu à Michel Legrand, qui rappellent à beaucoup d'autres choses. Il y a de la musique moderne. Comment est-ce que vous avez fait ce choix? Est-ce que c'est Philippe Miller qui lui seul vous a proposé des genres musicaux, ou est-ce que c'est toi et Jacques qui lui avez donné des idées? Li estava demanant a l'Olivier una mica el tema de la música, no? que és molt important, com s'ha fet, perquè hi ha molt de gèneres diferents, no? Música clàssica, músiques que s'assemblen molt a les composicions del Legrand, però també música més moderna, una mica com ha estat el procés de composició, de triar els temes. Alors c'est Jacques Martineau qui au départ a eu l'idée en écrivant le scénario que chaque moment musical soit lié à un genre. Et dans son esprit, au départ, c'était surtout, différents genres de chansons françaises. Après, dans le travail ensemble, on a rajouté du jazz, donc des choses que moi j'aimais, des choses que Philippe Miller aimait. Mais l'idée à la fois d'avoir une unité musicale, on va dire, avec la musique de film, la musique additionnelle et une variété avec chaque chanson, c'est une idée, on va dire, une proposition de Jacques qu'ensuite vraiment Philippe Miller a eu vraiment à cœur de pousser au maximum. Doncs al principi és una idea del Jacques que va decidir d'atribuir un gènere de música per a cada escena, que tingui cada escena una personalitat musical diferent. Et llavors, je me rappelle plus ce que tu disais après. Je ne comprends pas l'espagnol, donc je ne peux pas t'aider. Je ne sais pas où tu es arrivé. Bueno, és això més o menys, no? que va ser el Jacques que va tenir la idea inicial i després el Philippe Miller ho va desenvolupar i va decidir d'afegir a més això, estils com el jazz, coses que no eren només de la cançó francesa. El punt de partida era això, la cançó francesa, però després es va enriquir amb d'altres estils.
Je voudrais vous féliciter pour le film parce que c'est très difficile de faire un film à la Jacques Demy, sans copier Jacques Demy et en étant absolument original. Donc pour moi c'est un peu la même proportion que Hitchcock et Brian De Palma et Demy et Jean les garçons formidables. Donc c'est à le style d'eux mais avec sa propre personnalité. Je voudrais vous demander surtout sur le tournage, sur cette immense ombre de Jacques Demy, pas seulement dans le style, mais dans la réalisation que vous connaissez bien comme assistant à trois chambres, trois places pour le 26. Et alors, comment était le travail avec les acteurs, le playback, la répétition, dans tous les procès de construction de la mise en scène? J'ai traduit moi-même. D'ailleurs, que el felicito per la pel·lícula, que per mi és la mateixa equació que Hitchcock i Brian De Palma, Jacques Demy i Jean Le Garçon Formidable. Són pel·lícules a l'estil de, sense ser una còpia de. I en aquest sentit li pregunto, més enllà del mètode, de la referència de l'estil dels temes, pel mètode de treball. Ell va ser ajudant a Troples pour le 26 i com ells van rodar la pel·lícula, la utilització dels playbacks, els assajos, la coreografia, és a dir, la integració de tot el procés musical dintre d'aquesta quotidianitat escènica de la pel·lícula. Je déjà posé la question. C'est toi qui traduira ma réponse. Ouais. Non, oui. Alors je vais essayer de faire des petites réponses à chaque point parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, première chose, donc sur 3 places pour le 26, le dernier film de Jacques Demy, j'étais assistant monteur. J'étais pas sur le plateau, j'étais dans la salle de montage. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup appris en regardant les rushs et surtout en regardant Jacques Demy regarder ses rushs. Doncs el tema és que el rodatge del Jacques Demy jo era assistent de muntatge, no era... llavors el que hi feia era mirar els rush, no sé com es diu el rush? Les preses. Les preses. Sí. Em dedicava a això, sobretot, a mirar les preses. I sobretot a mirar com Jacques Demy mirava les preses. Exacte. Ensuite, bon, j'ai travaillé avec pas mal de réalisateurs différents, soit comme assistant monteur, soit au monteur son, mais soit au montage son, mais donc toujours effectivement à regarder des réalisateurs qui travaillent au montage. I després he seguit treballant amb d'altres directors per muntar el so o muntar les pel·lícules, però sempre com a assistent de muntatge. Donc je pense que sur le plateau, j'avais une idée de ce qui fonctionnait ou de ce qui fonctionnait pas, mais par contre, de temps en temps, quand ça fonctionnait pas, je savais pas exactement comment faire pour que ça fonctionne mieux. Bien. Llavors, un cop al plató ja tenia més o menys una idea de les coses que funcionaven bé o que no funcionaven tan bé, però el problema és que quan no funcionaven bé les coses no sabia com fer-ho perquè funcionessin bé. Et donc, par exemple, pour la direction d'acteurs, les acteurs m'ont énormément appris. Même Virginie Ledoyen, qui avait 20 ans à l'époque, elle avait déjà fait 5 ou 6 films, donc en fait, elle en savait beaucoup plus que moi sur la mise en scène, d'une certaine façon. Llavors, per la direcció dels actors, elle ha après directament dels actors, i en particular en aquest cas de la Virginie Ledoyen, que només tenia 20 anys, però ja havia rodat 5 pel·lícules i sabia molt més que no pas ell sobre la direcció d'actors. Et puis dans le film, il y a pas mal d'acteurs plus âgés, tous les autres rôles, donc des gens qui avaient de l'expérience. Donc du coup, ça, c'était un bon moyen d'apprendre, on va dire, et d'arriver en fait au résultat qu'on souhaitait, mais en sachant pas toujours tout seul comment faire. I després hi havia molts més actors més grans, que sabien molt més que no ell. Llavors va ser per ell tot un aprenentatge per saber com arribar al resultat final a poc a poc. Et pour la pure mise en scène, l'organisation du tournage, le rapport à la caméra, tous les gens autour de nous avaient plus d'expérience que nous. Le chef opérateur, par exemple, c'est un garçon avec qui j'étais à l'école, mais pendant les 5 ou 6 années où moi j'ai fait du montage, lui, il avait commencé déjà à faire des longs métrages. Donc il avait déjà fait 2-3 longs métrages comme chef opérateur. L'ingénieur du son, il était plus âgé que nous, donc il avait fait beaucoup de films. La monteuse du film, c'est la monteuse de Jacques Demy.
etc. Llavors, els altres col·laboradors, diguem-ne, del rodatge sí que tenien molt més experiència que no pas a l'Olivier i al Jacques, evidentment. Llavors, són ells que realment han après a l'Olivier a com terminar la pel·lícula. Sí, el director de fotografia era company d'escola seu, però mentre ell era ajudant de muntatge, l'altre havia fet 3 o 4 pel·lícules com a director de fotografia. La muntadora era la muntadora de les pel·lícules de Jacques Demy i el director Ingénieur du son. L'enginyer de so era molt més gran que nosaltres i tenia moltíssima expérience professionnelle. Et alors, peut-être que c'est pour la danse, pour la chorégraphie, qu'on a le plus inventé notre façon de travailler, parce que je savais que Jacques Demy avait pas été très heureux de la collaboration avec le chorégraphe pour 3 places pour le 26, parce qu'ils n'avaient pas pu travailler assez longtemps ensemble et assez en amont, même si le résultat est bien, mais voilà, il y avait un petit... enfin, ça s'était pas aussi bien passé, d'après ce qu'il disait, que par exemple sur Les Demoiselles de Rochefort. Donc j'avais compris qu'il fallait beaucoup de temps de travail avec le chorégraphe avant le tournage, en gros. En canvi, perquè fa la dansa sí que s'ho van treballar bastant bé, amb l'experiència prèvia del Jacques Demy, que no havia estat molt satisfet del rodatge de 3 places pel 26, es diu, en català, que havia estat no un treball molt satisfactori amb el coreògraf. En canvi, amb les Inters de Rochefort sí que havia estat evidentment satisfactori, però no amb aquesta altra pel·lícula, i aquesta experiència que va viure l'Olivier li va mostrar que s'havia de treballar millor el tema de la coreografia per treballar abans. Et donc nous, du coup, on a rencontré Sylvie Giron, qui était à la fois une danseuse qui avait travaillé avec des grands chorégraphes, dont Dominique Baguet ou Daniel Larieux, mais qui avait aussi travaillé avec des acteurs sur des plateaux de théâtre. Sylvie Giron. Llavors van conèixer la Sylvie Giron, la coreògrafa, que van contractar, que havia treballat ja amb d'altres directors importants i... No, era una ballarina que havia treballat amb altres coreògrafs i també amb actors. Et du coup, on a pu vraiment travailler avec Sylvie, avec les acteurs, très longtemps avant le tournage, et même pour certaines séquences, par exemple, comme le restaurant chinois, on a dessiné le décor, en fait, en fonction de la chorégraphie. Llavors han pogut treballar amb la Sylvie molt abans, amb molt de temps abans, i fins i tot amb els actors, i fins i tot algunes escenes s'han fet, com per exemple l'escena del restaurant xinès, s'ha concebut el decorat en funció de la coreografia de la Sylvie. Il y a un personnage qui m'a touché le cœur, c'est la fille de la librairie. Dic que hi ha un personatge que m'ha robat el cor, que és la dependenta de la llibreria. Pourquoi? Non, parce que c'est un petit bijou au milieu du grand trésor. La musique est très... La manière de chanter est très... Non, et elle... Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est une amie, donc le rôle a vraiment été écrit pour elle. C'est vraiment une très bonne amie de Jacques, avec laquelle il avait fait du chant. Et puis, c'est vrai aussi que je crois qu'à un moment dans l'écriture, il s'est dit qu'il fallait aussi que le personnage d'Olivier montre que lui aussi avait une forme de liberté amoureuse, et que l'histoire ne soit pas totalement déséquilibrée d'un côté avec Jeanne qui avait plein d'amants et de l'autre côté lui qui serait un peu une cruche. Je ne sais pas comment on dit ça. Sí, doncs no és estrany perquè realment aquesta librera és una amiga del Jacques, una molt bona amiga de tots dos, i a més era una escena especial perquè era una manera de mostrar que l'Olivier també tenia vida pròpia, no només era perquè no sigui tan desequilibrada la relació, que també ell tenia la llibertat de poder tenir un flirt, no, amorós. Après, j'y ai pas pensé à l'époque, mais comme j'ai pas mal travaillé sur les films de Jacques Demy depuis, c'est vrai que dans Lola, il y a une librairie qui joue un rôle relativement important. Dans le premier film de Jacques Demy, en fait, Madame Desnoyers va plusieurs fois en fait emprunter des livres, et c'est là en fait, dans la librairie en fait, que Madame Desnoyers et Cassard se rencontrent. Donc la librairie en fait, c'est potentiellement un lieu de rencontre. Et il y a plein d'exemples dans plein de films, effectivement, où des personnages se rencontrent, se draguent, se séduisent, ou juste se croisent. Mais voilà, la librairie, c'est vrai que c'est un lieu où on vient par curiosité, où on peut éventuellement
ne rien faire d'autre que regarder des livres ou les gens. Enfin bon, voilà, donc c'est un décor, je pense, très romanesque. Llavors, el decorat de la llibreria és un decorat molt especial i, de fet, no ho havia pensat en el seu moment, però Jacques Demy, en la seva primera pel·lícula, doncs hi havia també una escena de llibreria on, el nom de la... Madame Desnoyers. Madame Desnoyers també fa es troba amb una persona en la llibreria, llavors és un espai curiós, no? On passen sempre coses. Una última pregunta. I si no, ho deixem per demà, perquè demà tenim programa doble, tenim Drôle de Félix a la tarda i al vespre Théo Hugo dans le même bateau, amb la presència d'Olivier Ducastel per presentar les dues sessions. Per tant, si queden qüestions o ganes de veure més pel·lícules, demà ens tornarem a veure. À demain avec le programme double avec les autres deux films et votre présence dans la salle. À demain. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. Et à demain. Merci. Merci. Bona tarda. Aquesta és la tercera i darrera sessió dedicada a aquesta petita retrospectiva de la filmografia d'Olivier Ducastel i Jacques Martineau. Tenen 8 llargmetratges, en projectem 3, com deia abans l'Olivier, tots amb noms propis, Jean, Félix, Théo, Hugo. L'hem presentat ja a la sessió d'ahir, a la sessió d'avui, probablement molt repetiu, per tant no ens extendrem massa, però sí que avui, en primer lloc, agrair d'una banda al Festival Fire doncs, per ser aquí, per compartir aquesta retrospectiva, aquest homenatge, per ser còmplices amb aquesta operació i també molt especialment a Olivier Ducastel doncs, per haver vingut des de París, com deia ahir, doncs, per retrobar el públic a les sales, que no hi és a París, però sí que hi és aquí, i presentar i debatre les seves pel·lícules. Seguint la fórmula de les altres dues sessions, jo ara passaré breument la paraula a Antoine Leonetti, que és el coordinador, director del Festival Fire, que també farà la traducció, i aleshores farem una breu presentació de la pel·lícula, que com totes les seves pel·lícules té darrere un cert rerefons biogràfic o real, i deixarem doncs, la part substancial per un debat posterior a la projecció, que és quan podrem entrar més en matèria. Merci Olivier d'être ici pour cette troisième séance avec des noms propres d'un bon personnage et avec des films qui toujours en arrière réel, biographique ou autobiographique. Donc je crois que c'est mieux de dire quelques petites choses au début et après laisser de l'espace pour le débat, mais je passe d'abord la parole à Antoine. Moltíssimes gràcies, Esteve. Moltes gràcies per acollir aquesta retrospectiva, efectivament, del Jacques Ducastel i l'Olivier Martineau. Moltes gràcies perquè el Fire ja és aquí una miqueta. Estarem més encara al juny, del 10 al 20 de juny, com podeu veure al nostre cartell. A l'Institut Francès tornem a la presencialitat i també de manera híbrida a Filmin. Doncs algunes paroletes per presentar a l'Olivier i al Jacques també, que encara que no és aquí. L'Olivier, llavors, ets director, guionista, vas néixer a Lyon l'any 62, vas ser el company del Jacques Martineau durant molts anys, vas estudiar cinema a París, a l'escola Lidec, vas fer un primer curt al 88, Le goût de pleurs, vas ser també, i això és molt rellevant, assistent de diferents directors de cinema i en particular Jacques Demy, Youssef Chahine, Tony Marshall o també Patrick Grandperret. Jacques Martineau gairebé té la mateixa edat, va néixer a Montpellier al 63. Ell no és professional al principi de cinema, no va estudiar cinema, és doctor en lletres i professor universitari, fins va conèixer l'Olivier, amb qui va començar una carrera cinematogràfica. Llavors, us coneixeu l'any 95 i decidiu de dirigir junts un primer llargmetratge que va ser Jeanne et le garçon formidable, Jeanne i el noi formidable, que va sortir l'any 98, i després van venir 7 altres llargmetratges, Drôle de Félix, Ma vraie vie à Rouen, Crustacés et coquillages, Né en 68, L'arbre et la forêt,
Théo et Hugo dans le même bateau, l'any 2016, i després Au Perché, l'any 2019. I presenteu llavors una manera de tenir una mirada a la homosexualitat que és força original, una mirada tranquil·la, assumida, com diu el crític de cinema Alain Brassard, i això resumeix una mica el vostre estil cinematogràfic. Estem molt contents, evidentment, del Fire de tornar a veure't, perquè vam programar 2 cops pel·lícules vostres, Drôle de Félix i Théo Hugo, el 2016. Alors, quelques mots, si tu veux bien, peut-être sur Théo Hugo dans le même bateau, avant de voir le film. Ouais. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les 2 autres films, ma présentation, enfin ça change rien par rapport à la présentation, mais du coup je vais quand même faire une sorte de petit cheminement justement sur la question de d'où viennent les films, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt moi qui suis, enfin est-ce que c'est plutôt Jacques ou est-ce que c'est plutôt moi qui suis vraiment le premier à rêver le film. Donc, Théo Hugo rentre plutôt dans la catégorie des films imaginés par Olivier et ensuite écrits ensemble. Ce qui est important, peut-être, enfin, c'est important pour moi, on va dire. Je ne suis pas sûr que ce soit important pour les spectateurs, mais je vous le dis quand même. C'est que c'est le premier film. Avec Jacques, on a vécu ensemble pendant 20 ans, et c'est le premier film qu'on a imaginé et tourné après notre séparation. Et je pense que c'était important pour nous de comment dire, de raconter notre séparation à travers un film qui ne raconte pas une séparation. Llavors, alguns apunts sobre com es fan les pel·lícules entre ells dos. Hi ha pel·lícules que són més pensades per un o més pensades per l'altre, no? En aquest cas, Théo Hugo és una pel·lícula més pensada per l'Olivier i després realitzada pels dos. Però heu de saber que van viure junts durant 20 anys i després es van separar, i aquesta pel·lícula, Théo Hugo, és la primera pel·lícula que van fer ja separats i és una manera d'explicar la seva història sense realment explicar la seva història de separació. Bonne projecció. Merci. Bona projecció i ens veiem després a l'acabar pel debat. Gràcies. Doncs tenim aquí l'Olivier Ducastel a la vostra disposició, si voleu expressar una mica el que us ha semblat la pel·lícula, si teniu alguna pregunta, alguna impressió. Jo volia fer una primera pregunta que m'intriga molt. Jo tenia entès que la pel·lícula es deia Théo Hugo dans le même bateau. En els crèdits no hi ha el bateau i a la pel·lícula tampoc hi ha el bateau. Està clar que és una metàfora, però pourquoi le bateau c'est pas dans le générique? Alors, les histoires des titres sont parfois très simples et parfois plus compliquées. En fait, pendant toute l'écriture du film, le film s'appelait Théo donc ça se termine à 6 heures, c'est ça? Donc Théo de 4 à 6. Enfin, je crois que ça s'appelait Théo de 3 à 5, peu importe. Enfin, en tous les cas, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant l'hommage, le côté temps réel et hommage a la nouvelle vague, mais plutôt a Agnès Varda. Llavors, les històries de títol sempre són complicades, no? I tenen una història. Al principi la pel·lícula, de fet, es deia Théo de 3 a 5. I llavors era una mica un homenatge a la nouvelle vague i en particular a Agnès Varda. Et en fait, notre producteur n'aimait pas du tout le titre. Et pour lui, le film, c'était Théo et Hugo, à qui il arrive quelque chose. Et du coup, en cherchant, on avançait donc à Céline et Julie vont en bateau, le film de Rivette, et on s'est dit qu'effectivement, on pouvait du coup rendre hommage à une autre facette de la nouvelle vague, qui allait bien aussi avec le côté effectivement déambulation parisienne du film. Et alors évidemment, le film n'a pas c'est vrai que stylistiquement, c'est quand même, je crois, plus proche de Cléo que de Céline et Julie, mais bon, voilà, voilà, le bateau, c'est la nuit, on va dire. Llavors, al productor no li agrada gens la proposta de títol, per a ell havia de ser una cosa com a Théo Hugo i alguna cosa, i llavors van pensar en la pel·lícula de Rivette, que es deia... Céline et Julie vont en bateau. Ah oui, Céline et Julie vont en bateau. I al final, bueno, és més un homenatge a Cléo de 5 a 7, diguem-ne, però bueno, ahir hem fet el vincle amb la nouvelle vague, d'alguna manera. Et la noche. Et la nuit, i la nit, i la deambulació a la nit parisenca.
Teniu micròfons aquí que estan darrere. Algú s'anima a demanar alguna cosa a l'Olivier? Aquí. Primer aquí i després allà baix, sí. Hola, doncs si ens pot explicar una mica com va ser el rodatge i per què va decidir que la pel·lícula fos pràcticament en temps real. Això es va filmar en una sola nit, en més d'una nit, i també la primera escena, per què va decidir que durés el que dura i com va ser el rodatge. Alors, le film est tourné relativement rapidement par rapport au temps de tournage d'un long métrage. Maintenant, j'ai oublié, je crois qu'on a tourné en 15 jours, 12 jours, je ne sais plus. Llavors, més o menys està rodada bastant ràpidament, més o menys en 12-15 dies, no se'n recorda exactament. Mais la première scène, en fait, était vraiment très compliquée à tourner parce que le lieu de tournage est très petit, plus le côté chorégraphié de la mise en scène de la sexualité. Donc, on a tourné 2 jours autour du lit, donc au sous-sol, une journée plus simple, mais quand même à l'étage au niveau du bar. En plus, un jour, on a eu des problèmes techniques, donc finalement, la journée était très compliquée. Et pour ce que j'appelle la partie onirique de la rencontre, ça, c'est une autre journée qu'on a tournée dans un studio de cinéma. Llavors, la rodatge de la primera escena sí que va ser molt complicada, perquè a més l'espai era molt petit. Llavors van rodar, i ara tu dois m'aider a répéter les jours pour chaque... 2 jours autour du lit. 2 dies al voltant del llit. Une journée au bar, à l'étage. Un dia a la barra, a la planta primera. Et une journée pour le studio. I un altre dia per l'estudi. Le film est un film à très petit budget, donc le studio, c'était possible uniquement parce qu'en fait, on nous a prêté le studio. On n'aurait absolument pas pu faire une journée de tournage en studio autrement. I la pel·lícula és una pel·lícula amb molt baix pressupost i només tenien la disponibilitat per llogar l'estudi un dia, si no, no hagués estat possible. Hi havia una altra pregunta allà baix. J'essaierai de vous demander en français. J'avais l'impression d'avoir vu un dialogue très contrôlé, un dialogue très mesuré, mais en même temps, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup d'improvisation, en particulier la dernière scène, le premier métro avec cette femme qui a des pensées qu'elle expresse, a donné l'impression d'improvisation incroyable. Et je vous demande simplement, on a vu des improvisations, vous savez laisser les acteurs faire des improvisations ou non? Vous voulez bien traduire peut-être votre question pour la question, si vous savez laisser comme régisseur. No, mais en español o en catalán. Sí. No, lo que preguntaba era sencillamente si ha permitido a sus actores improvisar, ya que el diálogo parecía muy controlado y muy bien medido, pero a la vez esa escena última en el metro daba la impresión de tener esta mujer que estaba improvisando. Alors, votre question est très judicieuse, on va dire. Enfin, vous avez bien senti effectivement qu'il y avait une petite, on va dire un dialogue entre effectivement l'extrême contrôle et l'improvisation. Donc, en général, on écrit des dialogues effectivement, et on aime bien qu'ils soient que les acteurs les travaillent pour leur donner tout le naturel, la fluidité, mais plutôt dans le respect de ce qui est écrit, d'habitude. Pour ce film-là, il y a une scène qu'on voulait absolument pas écrire, c'est la scène avec l'interne à l'hôpital. Cette scène-là, elle est entièrement improvisée. Llavors, és una pregunta molt intel·ligent, efectivament, perquè sempre hi ha aquest contrast, no?, entre això que està escrit i la improvisació. En general, el que fan sí que és escriure bastant els textos d'una llibertat perquè els actors es treballessin els textos, però de manera bastant controlada, diguem-ne. En el cas d'aquesta pel·lícula sí que hi havia una escena que no volien escriure-la, que era l'escena a l'hospital amb l'intern. Allí sí que van deixar llibertat als actors. Alors, j'ai pas fini. L'interne, donc, c'est une vraie interne. Et donc, elle nous avait expliqué comment se passe ce genre de visite, mais on ne l'avait pas expliqué aux comédiens. Ils avaient une petite idée, mais ils n'avaient jamais, ni l'un ni l'autre, été dans cette situation-là. Donc, on a d'abord filmé les 2 garçons, qui sont vraiment, effectivement, dans la surprise de ce qu'elle leur demande. Ils sont en particulier un petit peu étonnés qu'elle demande des choses aussi précises sur la précision du rapport sexuel.
Et du coup, voilà. Bon, donc ça, c'est pour. Mais après, tu traduis et je répondrai pour la femme dans le métro, parce que c'est un autre cas de figure. Llavors, per exemple, la metgessa interna, ells no sabien el que ella anava a dir-los. Llavors, per això estan bastant sorpresos del nivell de detall que demana ella sobre la relació sexual, sobre tots els detalls d'allò que ha passat. Le métro, c'était très compliqué parce que, en fait, comme le film est toujours à petit budget, on a tourné dans le métro en caméra cachée. On a volé les images dans le métro. On n'a pas demandé l'autorisation. Première chose. Llavors, l'escena al metro és una escena feta amb la càmera amagada. No tenien l'autorització per rodar al metro. És una escena robada al metro. Et la femme, donc, c'est une actrice de théâtre très confirmée, qui joue des très grands rôles au théâtre. Mais c'est quelqu'un qui fait très peu de cinéma et elle a déjà joué elle joue dans Jeanne et le garçon formidable, une infirmière. Et en fait, elle avait un trac. C'est-à-dire, quand elle a compris qu'on allait faire très peu de prises parce que c'était des images volées, et pourtant je l'avais prévenue, là, elle s'est mise à avoir un trac absolument dément. Et donc, en fait, elle a mélangé tout le texte. Llavors, la dona, al metro, és una gran actriu de teatre, no tant de cinema, i quan va saber que l'escena anava a ser robada, que anava a ser amb una càmera amagada, va entrar en pànic i realment va barrejar tots els textos. Et du coup, c'est ça qui donne, en fait... alors, en plus, pour des questions techniques de son, cette scène est post-synchronisée. C'est la seule scène du film qui est post-synchronisée. Llavors, a més, aquesta escena és complicada perquè és l'única escena de la pel·lícula que està post-sincronitzada. Et du coup, entre le montage et la post-synchro, en fait, elle a vraiment en fait, réinvesti le rôle et trouvé en fait, une façon de donner un sens en fait, à ses trous de mémoire, à ses hésitations, à ses bafouillements, enfin bon, et de faire quelque chose effectivement qui, si ça ressemble à une improvisation, je suis vraiment très très content parce que c'est en fait, enfin, c'est un peu le contraire d'une improvisation, c'est une tentative de contrôle, mais pas réussi. Llavors, després del muntatge i a la postsincronització, ella va tenir la possibilitat de recuperar d'alguna manera, de reinvestir el diàleg, i ho ha fet de manera molt intel·ligent. Llavors, si teniu la sensació de que és una improvisació, està molt content l'Olivier perquè és una cosa molt difícil de fer. Pour être encore précis sur cette scène qui aussi m'a fasciné, il y a un moment où on voit un des passagers qui regarde la caméra. Qui fait un clin d'œil même. Celui qui fait un clin d'œil. Oui. Oui. Et alors, heureusement, pour la fin du cadre où les deux protagonistes sont face à face, et c'est très intime, ouais. Alors il y a une file qui bouge et qui cache le gars qui regarde. Ça c'était prévu o c'était l'hasard? No. Alors, pregunto que per entrar encara en més detall en aquesta escena, que a mi també m'ha fascinat, si us heu fixat, hi ha un dels passatgers del vagó que des de darrere està mirant i fins i tot pica l'ullet com si hagués vist la càmera. L'escena s'acaba amb els dos protagonistes sentats cara a cara i és una escena molt, molt íntima. El tio aquell que mira fa molt mal d'ulls i aleshores hi ha una noia que es mou i que el tapa. I que aleshores queden ells dos en quadres. Pregunto si això també és atzar o algú li va donar una empenta a aquesta noia perquè es mogués. Pour une fois, je peux faire une réponse courte. C'est une très bonne assistante réalisation. És gràcies a una molt bona assistenta de realització. Et les deux gros dos, le gros dos noir et le gros dos rose ou orange, c'est Jacques et moi. I les espatlles així grans, grosses, negres i taronges són els dos, Jacques i l'Olivier. Pour éviter justement qu'il y ait trop de regards. Bravo, bravo. Per evitar precisament que hi hagi masses mirades. Ce qui fait aussi, j'avais oublié, pour répondre à la question sur l'improvisation, que donc c'est une scène qu'on a dirigée de dos. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les voyait pas. On avait les écouteurs, donc on entendait la comédie, mais en fait, on ne voyait pas. Et de toute façon, on avait le temps de faire... On a tourné pendant 4 heures, mais en fait, pour faire une prise, il fallait 1 heure, parce qu'à chaque fois, il fallait revenir au début de la ligne de métro pour faire le trajet, parce que je voulais qu'on lise les noms des stations. Donc en fait, on a fait 3 prises en presque la moitié de la nuit, et après, c'était fini. Llavors, és una escena que han rodat d'esquena, no veien els actors, estaven d'esquena, i és una escena que van haver de fer en 4 hores, però només podien fer una presa cada hora perquè havien de tornar al principi de la línia de metro. Llavors van fer 3 preses en això, més o menys 4 hores.
C'était marrant. Era molt divertit. Et stressant. I, Et stressant. i molt estressant. Il y a un monsieur tout au fond, une dame d'ailleurs, je ne Ah sais oui. pas. Une dame, je crois. Oui, bonjour, excusez-moi, je vais parler en français. Moi, au début du film, vous expliquiez que c'était le premier film que vous avez réalisé après la séparation avec votre compagnon. Et je voulais savoir, c'est peut-être intime comme question, mais si votre rencontre avec votre compagnon avait été aussi lumineuse que cette rencontre dans le film. Merci. Tradueixo llavors, és la primera pel·lícula després de la vostra separació i volia saber vostè si aquesta trobada, sí, quan us vau conèixer, si va ser tan luminosa aquesta trobada entre vosaltres dos. Bah, je vais essayer de vous faire une réponse honnête. La rencontre avec Jacques, oui, c'était une très belle rencontre, mais alors vraiment sur un registre beaucoup plus platonique, sentimental. On s'est rencontrés chez des amis, il avait ce scénario d'un film qu'il avait écrit mais qu'il ne voulait pas réaliser. Moi, j'étais assistant monteur, je voulais être réalisateur. Donc on s'est vraiment rencontrés plutôt sur un projet artistique, on va dire. Al principi va ser molt més platònic que això, va ser molt bonic, però no d'aquesta manera, perquè es van conèixer a casa d'uns amics. El Jacques tenia un projecte de pel·lícula que havia escrit, l'Olivier feia muntatge, volia ser realitzador, llavors això, va ser una trobada més al voltant d'un projecte que no pas sentimental des del principi. Voilà. Aquí tenim una pregunta. A mi m'ha agradat moltíssim no solament la història d'amor, sinó també com l'ha construïda, perquè normalment les històries d'amor, ja siguin d'heterosexuals o d'homosexuals, comencen amb una relació d'amistat, de coneixement, més o menys intel·lectual, diguem-ho així, i acaben amorosament sexuals, etc. En canvi aquí, si no, la relació sexual sempre és purament pornogràfica o és purament d'un moment, d'una situació o d'una... En canvi aquí, a partir, diríem, d'una escena totalment estètica en el sentit de que no es pretén res més que la relació física i sexual i res més, però que per tant sembla ser que té que ser això i res més, però donat que hi ha la situació d'un descuit d'això del condó, de la prevenció, a partir d'aquí entra la relació més profunda que acaba realment amb un amor i un enamorament. Jo crec que en aquest sentit està molt ben construïda per mi la pel·lícula, perquè estem sempre de lo concret a lo abstracte, és a dir, sobretot cap al final, amb la visita del pis d'ell, del noi més jove, i després amb la contrapartida de tornar, tot això, diríem, va enriquint la relació que al principi és purament física i que sembla que no té que anar enlloc i que va lligant entre l'ètica després de l'estètica i inclús amb un projecte de tota la vida, que aquest amor pot ser que duri i, a més, amb unes implicacions molt interessants de cada una de les personalitats, del noi més gran, que d'alguna manera porta la batuta de la relació, amb el noi més jovenet, que es deixa portar i que, en fi, va una mica perdut en aquesta relació. Hola. Même
quelque chose autour de l'esthétique. Mais c'est ça, c'est l'esthétique. Oui, d'accord. Qui contribue à la Oui, oui. Il aimait la construction particulière du film. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est vraiment je crois vraiment que c'est... Alors, ce que je peux dire, c'est que quand je disais au début, en présentant le film, que le projet venait plutôt de moi, moi, en fait, je suis resté aujourd'hui pour regarder le film et je me suis rendu compte, peut-être plus évidemment avec un petit peu de recul, que le garçon, en fait, sur lequel commence le film, qui descend, le premier qui descend, qui regarde, et puis le garçon avec lequel ils échangent un regard à la fin, qui a la petite moustache, en fait, d'une certaine façon, c'est moi qui vais dans ce lieu et qui, de temps en temps, effectivement, suis curieux qui suis presque aussi curieux de ce qui se passe que de ce que je peux, moi, y faire. Et c'est vrai que j'ai eu quelques fois, pas très souvent, mais l'impression d'assister à une rencontre amoureuse, de voir effectivement des gens se rencontrer. Et c'est vraiment le désir du film, il est né de ce fantasme que moi j'avais de penser que j'avais assisté à une rencontre amoureuse. Dans la réalité, tu veux dire. Dans la réalité. Dans la réalité, oui. Mais j'ai pas la preuve. Tu n'en as pas la preuve. Bah non. L'Olivier ha tornat a veure la pel·lícula ara amb la perspectiva, no? Perquè feia molts anys que no l'havia vista, i s'adona que realment el noi amb el petit bigoti és ell, no? Aquest noi que baixa i que mira la gent i s'imagina que potser entre els nois pot néixer una història d'amor. Ell no té la prova d'això, però li ha passat alguns cops d'assistir a escenes d'aquest tipus i de pensar que potser neixeria una història d'amor entre aquestes persones. Bon, après, si je suis tout à fait honnête, je dois quand même vous raconter quelque chose que je n'ai encore jamais raconté. Mais bon, je suis loin et puis le film est un petit peu ancien. 1 an après la sortie du film, en fait, je suis allé dans cet endroit et j'ai rencontré un garçon qui était venu là parce qu'il avait vu le film. Llavors, per ser honest, una cosa que us diré, que és la primera cop que ho dic, que és que un any després de la pel·lícula he conegut un noi en una discoteca que havia tornat a aquest lloc perquè havia vist la pel·lícula i pensava que el podria conèixer. Bon, ça n'a duré que 2 ans et 4 mois. Pas 20 ans. I la història ha durat 2 anys i 4 mesos, no 20 anys. C'est pas mal. Hola. Hola. Abans de tot volia dir que jo em dic Teo i el meu número comença per 7, llavors ha sigut com bastant xocant. I això, m'ha agradat molt la pel·li i m'ha agradat molt el missatge final de viure la vida a pesar de l'enfermetat i aquest missatge vitalista. I després, i les referències a la Nouvelle Vague i les relacions que hi ha amb Balzac, amb Cleo de 5 a 7. I això, felicitats per la pel·li i m'agradaria preguntar sobre el treball amb els actors, com ha sigut treballar en aquestes escenes més eròtiques i treballar en aquestes improvisacions també i rodar de nit, com ha sigut tot aquest treball. Merci. Son numéro de téléphone commence par le 07. Voilà, et il aime beaucoup toutes les références à la Nouvelle Vague, à Cléo de 5 à 7, etc. Donc il voudrait savoir sa question, comment était le tournage, comment était le tournage entre les deux garçons, les scènes sensuelles, comment ça s'est déroulé, et également les scènes de nuit, comment ça a ajouté une difficulté supplémentaire. Alors j'ai tendance à croire un peu à une forme de magie dans plein à plein de moments dans la vie d'un film. Il se trouve que quand on a fait on voulait vraiment travailler plutôt avec des acteurs inconnus et on voulait surtout que les acteurs soient le plus libres possible par rapport à leur corps et à la mise en jeu de la sexualité pour la première séquence. Donc c'était compliqué à expliquer. Il y a des gens qui ne voulaient pas, il y a des acteurs qui n'avaient pas envie, donc ça se comprenait assez facilement. Mais dans les gens qui voulaient bien, en fait, on a fait des essais qui n'étaient pas du tout des essais sur cette partie-là du jeu, qui étaient vraiment des essais plutôt sur comment dire, l'intensité dramatique. Enfin, on avait écrit pour les essais une scène où en fait ils se chamaillaient. Ils se chamaillaient plus que dans la réalité du film.
Bueno, sempre és complicat aquest tipus d'escenes, evidentment. A ells els agrada treballar amb gent no tan coneguda, per començar, però tot així van fer diferents proves amb diferents actors. Hi havia uns quants que no volien fer aquest tipus d'escenes, d'altres que sí. Però tot així, de totes maneres, les primeres escenes, els primers assajos que van fer no van ser amb escenes de sexe, diguem-ne, sinó d'altres tipus, i en particular una escena on es barrejaven els actors per veure una mica la intensitat dramàtica de la seva manera d'actuar. Et je ne me rappelle plus exactement combien il y avait d'acteurs, mais je crois qu'il y avait 18 acteurs qui voulaient bien faire ces essais. Et on a donc fait les associations de façon arbitraire en fonction des horaires de disponibilité des uns et des autres. Et Geoffrey et François se sont retrouvés, alors qu'ils ne se connaissaient pas, à faire les essais ensemble. Llavors van tenir com 18 actors que van fer aquestes proves i van associar els noms d'aquests actors de manera totalment a l'atzar en funció de les disponibilitats horàries dels nois, i el Theo i l'Hugo doncs, es van conèixer totalment casualment. En aquesta ocasió no es coneixien abans de res. Et honnêtement, dans les essais, il y a un moment où c'est tout simple. Il y a, je crois que c'est François qui met la main dans le dos de Geoffrey, puis ils échangent un regard. Et en fait, c'est comme le regard dans le film. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'il se passait un truc entre eux, en fait. Enfin, moi, j'ai vu, en fait, la possibilité qu'ils soient amoureux pour de vrai avant eux. Et du coup, on a arrêté les essais, on les a rencontrés, on leur a fait lire le scénario, ils nous ont dit qu'ils avaient envie de faire le film. Après, là, on a fait des essais, effectivement, sur la sensualité entre eux pour voir comment ça se passait. Et voilà, déjà... Llavors, en el cas del Geoffrey i del François, els dos actors, va haver un moment que durant els assajos l'Olivier i el Jacques van veure en un moment que estaven junts i un li va passar la mà a l'esquena. Va haver una mirada entre els dos dins la qual l'Olivier va veure que realment tindrien la possibilitat d'enamorar-se de debò després. I a partir d'aquest moment van aturar la prova i van dir ja està. I després van fer els assajos amb escenes més de sexe i més de... Et après, ce qui était compliqué pour le tournage du film, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas répéter sur le décor parce que la logistique pour accéder au lieu était un petit peu compliquée, donc on pouvait aller y tourner, donc ces 2 journées dont j'ai parlé, mais on ne pouvait pas aller répéter là-bas. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des lectures, et dans les lectures, on a inclus les 3 ou 4 autres garçons qui interagissent avec eux, qui n'ont pas de dialogue, mais voilà, tous les garçons en fait qui interagissent avec les personnages principaux. On a fait des lectures autour de la table et j'expliquais, là il va se passer ça, là toi t'es sur le dos et t'as les jambes sur ses épaules, et voilà, enfin c'était très chorégraphié, mais c'était théorique. Et je leur expliquais à la fois ce qu'ils allaient faire, et le chef-op était là, et on expliquait aussi a priori où serait la caméra. La caméra sera plutôt là, la caméra sera un peu plus loin. Bon, tout ça, c'était un peu comme une sorte de storyboard verbal. Llavors, les proves van ser complicades perquè no es podia fer proves dins de la discoteca on es va rodar al final, sinó que van haver de fer-ho en un altre lloc de manera verbal, és a dir, van fer els assajos parlant amb els 3 o 4 altres nois que estan al voltant, dient-nos, doncs, ara tu ets aquí, ara tens les cames d'aquesta manera, que ets a sobre de l'altra, etc. Per tot això, de manera verbal. El cap chef opérateur, no sé com es diu això en català. Director de fotografia. Director de fotografia, estava allà i ell mateix els donava doncs, instruccions per saber més o menys com seria en la realitat. Je crois que j'oublie quelque chose. Non, je crois pas. Bon. Et pour les scènes d'extérieur, du coup, c'était plus simple. C'est-à-dire que là, on a travaillé de façon... Donc, la scène de l'hôpital, j'en ai parlé. Pour toutes les scènes de déambulation dans la rue, en fait, on essayait d'avoir le plus de fluidité possible avec la caméra, qu'il y ait le moins de contraintes pour les comédiens avec la caméra et la perche, et qu'en fait, ils fassent les trajets. Et j'étais un peu chiant, un peu dogmatiquement chiant sur la réalité du trajet. Je voulais qu'ils fassent vraiment le vrai trajet. Et ce qui était compliqué parce qu'on passait de rues qui étaient plutôt éclairées en orange à des rues qui étaient plutôt éclairées en vert. Donc le chef-op, il aurait bien aimé qu'on fasse tout en orange ou tout en vert. Mais bon, finalement, on s'est mis d'accord et je te laisse traduire. Llavors, les escenes d'exterior
vam voler que siguin molt fluides, no? Rodar-la de manera totalment fluida. L'Olivier es va posar molt pesat perquè ell realment volia que es fessin tot aquest recorregut exactament per els carrers reals on havien de passar tots els nois. Van haver de fer-ho sense que la càmera i la pèrtiga del so molestessin els nois, però va ser complicat, però era la idea de fer-ho de manera natural. No, que la complicació venia de que alguns carrers estaven il·luminats amb llums taronges i d'altres amb llums verdes, i aleshores el director de fotografia insistia, fem només un tros amb verdes i un tros amb taronges, però no, la realitat del trajecte barrejava les dues i al final es van acabar entenent per barrejar la realitat amb el registre tècnic. Mais comme c'est un jeune chef opérateur, c'est la première fois qu'on travaille ensemble et que c'est quelqu'un qui est, on va dire d'une certaine façon, très pédagogue avec un réalisateur, parce que les réalisateurs, des fois, ils sont un peu, comment dire, obtus ou dogmatiques. Però aquest director de fotografia era molt com es diu? Pedagog? Pedagog. I la qual cosa va estar molt bé perquè de tant en tant els directors sí que són més tossuts i en aquest cas els va ajudar. Et du coup, en fait, en discutant ensemble, on a décidé qu'on respectait la géographie, mais que par contre, on filmait toujours les acteurs de dos quand la lumière était verte et de face quand la lumière était orange. Et du coup, parce que c'est vrai que la lumière verte sur les visages, c'est quand même très dur. Et puis, alors du coup, on a modifié en fait de temps en temps, il y avait des scènes que j'avais imaginées de face qui se sont retrouvées de dos, mais à chaque fois, en fait, on a trouvé quelque chose dans le jeu, dans l'énergie des comédiens pour justifier qu'en fait, c'était très bien de les filmer de dos à ce moment-là, soit par rapport à ce qu'ils disaient, soit parce qu'ils étaient en train de courir. Bon, après, il y a des plans de profil aussi. Llavors el recorregut es va respectar, però el que sí van arribar a un acord, és a dir, de rodar les escenes quan hi havia una llum verda, que sigui les escenes d'esquena, i quan la llum era més taronja, que les escenes siguin de cara, perquè la llum verda a la cara seria una mica dura, no? I això va provocar que uns petits canvis d'això, d'haver de rodar d'esquena o de cara, però que al final va ser bastant bonic i va provocar fins i tot algunes escenes de costat i bueno, es van adaptar a aquest acord. Molt bé. Una última pregunta. Sí? Hola. Primer volia donar les gràcies perquè tant jo com el meu company, el Teo, hem vingut aquí dos joves, no havíem llegit res, no sabíem el que anàvem a veure, simplement el títol, un títol meravellós. I jo almenys m'he quedat xocada amb la introducció, no? amb els primers minuts, i com ha sigut tot un procés, això, per mi, veure un film i sortir del film i pensar, avui he crescut, no? I avui quan he vist aquesta introducció i tota la pel·lícula, he fet un procés de voler entendre una cosa i veure que aquesta abstracció que vèiem amb les escenes eròtiques i aquestes mirades entre el personatge que entra al principi i després quan es van mirant entre ells, m'he sentit com el personatge que els mirava, no? I que ha intentat alguna cosa i he vist que no, que aquesta connexió estava entre els nostres com els dos protagonistes. Aquell personatge per mi ha sigut jo com a espectadora, i una sensació meravellosa d'entendre el plaer com una cosa tan específica com abstracta i preciosa. I això, volia donar les gràcies perquè m'ha semblat preciós. te remercier parce qu'elle est venue voir le film sans savoir rien du tout sur le film, simplement le titre. Donc au début, elle a été très choquée par la première scène, et puis ensuite, elle s'est rendue compte qu'elle a grandi au long du film, qu'elle a appris des choses, et elle s'est identifiée avec l'un des deux personnages. Elle avait elle sentait vraiment l'amour des personnages, comme si c'était quelque chose qu'elle ressentait très, 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 très profondément. Donc elle veut te remercier de ça. Merci à vous. Je pense effectivement, comme spectateur, je sais que j'adore voir un film en ne sachant vraiment rien
et éventuellement voilà, être surpris. Et en tous les cas, ce dont je crois qu'on avait vraiment conscience avec Jacques et avec toute l'équipe, aussi avec le monteur, avec le chef opérateur, c'était avec l'étalonneur aussi qui a fait un gros travail pictural sur l'image après le tournage, l'étalonneur color grading. C'était vraiment qu'on avait envie que le film soit très sensoriel et qu'on passe de la sensorialité de la backroom. Pour les gens qui connaissent ou qui connaissent pas, ça change rien de notre désir de faire partager en fait cette expérience sensorielle. Et ensuite quelque chose autour de la nuit parisienne. Et en plus, je pense que c'est vrai que Paris est très vide la nuit. Enfin, c'est pas du tout comme... Je pense que Barcelone n'est jamais aussi vide la nuit. Llavors, moltes gràcies, li ha tocat això que li has dit, l'ha emocionat. Ell també té la mateix, com tu, li agrada molt anar al cinema sense saber res de les pel·lícules, llavors per això és curiós. I el que vull dir-te és que havien volgut tot l'equip del rodatge, el director de fotografia, el realitzador, també el que és responsable de l'etalonatge dels colors, transmetre la sensualitat, una sensació de sensualitat, diguem-ne, independentment de si tu coneixes o no aquests llocs, aquestes discoteques de sexe, el que volien era això, transmetre la sensualitat per un primer costat. I per un altre costat, el tema de la nit parisenca, el tema del buit que hi ha a les nits, a la nit a París, que segurament no són tan buides els carrers de Barcelona, no? I ells volien transmetre això, aquesta sensació de nit parisenca. Et après, peut-être juste une chose, parce que j'ai revu le film ce soir aussi. Bon, le film est doublement vintage. D'une part parce que aujourd'hui, avec la PrEP, ce genre de situation n'arriverait plus, je pense, entre deux garçons. Llavors, aquesta pel·lícula que ara ha vist i l'ha fet pensar, no, amb la perspectiva que és una mica vintage aquesta pel·lícula perquè amb una primera raó la PrEP no existia, per exemple, en aquesta època. Llavors, avui això segurament no passaria. Bon, et puis évidemment, depuis un an, ces lieux n'existent plus et on ne sait pas si un jour, effectivement, l'idée de retourner dans ce genre de lieu va devenir de nouveau possible, quoi. I la segona cosa, evidentment, aquests llocs avui estan tots tancats, no existeixen. No sabem fins i tot si tornaran en les mateixes condicions, fins i tot. Molt bé, doncs la nit de Barcelona ens espera. Un plaer tenir el realitzador de la pel·lícula, d'una bona pel·lícula, doncs perquè ens l'il·lumini d'una manera molt especial i que puguem entrar-hi millor, com crec que ha estat el cas d'aquesta vetllada i de les altres dues sessions que hem compartit amb Olivier Ducastel gràcies al Fire. El festival continua, la Filmoteca també, el Fire tornarà l'any que ve amb un altre projecte. Et Olivier Ducastel, c'est chez toi, donc pour le prochain film, il y a un grand écran qui t'attend. Merci beaucoup. Gracias a Muchas tots i bona gracias nit. a todos. Moltes gràcies.